Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 23h à la une de l'actualité. Le baccalauréat session 2018 a démarré ce matin. L'examen a été lancé par le ministre Kandia Camara au lycée moderne de Cocody. Plus de 250 000 candidats affrontent les épreuves. À Nouakchott, en Mauritanie, s'est ouvert hier le 31e sommet ordinaire de l'Union africaine. Au menu de la rencontre, la lutte contre la corruption. Le vice-président Daniel Kablon-Duncan a pris part à la cérémonie d'ouverture. La Belgique a arraché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Elle a défait le Japon par 3-2 dans un match ce lundi à Rostov-sur-le-Don. Bienvenue dans cette édition. Plus de 250 000 candidats font face aux épreuves du baccalauréat session 2018. L'examen a démarré ce matin. Il a été lancé par le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, au lycée moderne de Cocody. Elle a invité les candidats à éviter la tricherie. Walter Amadou Ouattara. Épreuve écrite du baccalauréat, section 2018. Lycée moderne Cocody. Les candidats soumis au contrôle sécuritaire avant tout accès au centre. Il est 8 heures lorsque la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle distribue les copies de l'épreuve de français. Elle exhorte les 707 candidats de ce centre à composer dans la sérénité et à éviter toute forme de tricherie. Après Cocody, en gré, cap est mis sur les deux plateaux. L'Institut de technologie et spécialité accueille 595 candidats. Des candidats des séries G2, électronique et F2, comptabilité. Le courage des candidats libres est salué. On a d'abord fait le BT, mais avec le BT, on n'arrive pas à faire plusieurs concours. Donc je vais faire le bac pour essayer de mettre ensemble et puis faire les concours de la fonction publique. Ici, on note l'absence de 10 candidats. La délégation achève son parcours au Collège moderne du Plateau, où composent 536 candidats, dont 57 avec handicap. Ces candidats disent être confiants. Assez galvanisé pour passer le bac. C'est vraiment une grâce de recevoir Madame le ministre dans notre classe. On va faire du mieux que nous pouvons pour quitter cette classe de terminale. Pour le moment, c'est abordable. Je suis confiante parce que je me suis bien préparée. La ministre ne manque pas d'encourager ses candidats malvoyants et malentendants. Le constat, c'est que l'examen du baccalauréat vient de commencer dans de bonnes conditions. Ce qui me réjouit dans cette dernière visite de centre ici, c'est que cette année, nous avons 59 candidats vivant avec un handicap. L'égalité de chance et l'équité doivent être assurées à tous les enfants ivoiriens. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Pour le bac, toutes séries confondues, session 2018, 256 452 candidats composent au plan national dans 415 centres. Sephora et Claudia, respectivement en classe de terminale A1 et C, affrontent les épreuves du baccalauréat cette année. Ces deux lycéennes ont été suivies par nos reporters Sephora Zegui et Patricia Omouetia qui ont voulu connaître leur état d'esprit en cette période d'examen. Fini les révisions du baccalauréat 2018. Place aux épreuves orales et écrites. Sephora et Claudia, nos deux lycéennes affrontent l'anglais, le français et l'espagnol ou l'allemand à l'oral. Mais avant, Sephora doit retrouver son nom sur les listes affichées. Munie de sa convocation, elle scrute chaque ligne des tableaux. L'épreuve d'oral d'anglais, elle ne la passera pas ce premier jour. La lycéenne est déçue. Je pensais que j'allais passer aujourd'hui. À ma grande surprise, je suis venue aujourd'hui, je passe demain. Je vais payer le transport encore demain pour me venir. Scénario différent pour Claudia au lycée Mami Oufoué Fété de Bingerville. Elle passe l'oral d'anglais le premier jour. Dernier moment de détente, l'heure est venue. Elle se dirige vers la salle de classe d'un pas décidé, cachant tant bien que mal son tract. J'essaie d'être sereine parce que j'ai confié à Dieu et puis j'ai essayé de réviser mes cours avant de venir. Donc on espère que ça va mieux se passer. 10 heures passées de 20 minutes, Claudia sort de la salle, le sourire aux lèvres. L'oral, c'est 1 point de coefficient en terminale C. Mais pour elle, ça fait toujours quelques points en plus et ça met en confiance pour les épreuves écrites. Devant la salle de classe, dernière révision avec les copines. En attendant la sonnerie, commencer les épreuves, on révise un peu, on fait les derniers réglages. Le temps pour Sephora est de repérer sa classe et sa place.
les épreuves doivent commencer. Je suis préparée, mais je stresse un peu quand même. Et pourtant, il faudra faire avec. Après 4 heures de composition française, la jeune lycéenne ressort de la salle en souriant. J'ai bien compris le sujet. J'ai traité le sujet du résumé plus la production écrite. Le test parlait des inégalités sociales. Et dans la production écrite, on nous demandait de réfuter l'opinion de l'auteur. En terminale A1, la composition française, c'est coefficient 4. Elle joue son va-tout. Comme Sephora, 256 476 jeunes doivent avoir au moins 200 points pour espérer décrocher le bac. Rendez-vous le 24 juillet prochain pour connaître leur sort. Le baccalauréat session 2018 se déroule sur toute l'étendue du territoire. À Daloa, plus de 10 000 candidats répartis dans 14 centres font face à cet examen. À San Pedro, plus de 5 000 candidats affrontent le bac 2018. Procédant au lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat au lycée moderne 5, le préfet du département de Daloa a rappelé aux candidats l'interdiction des téléphones portables au sein des centres de composition. Au lycée moderne Khalil, 749 candidats composent dans 26 salles. L'atmosphère était à la concentration et les candidats planchaient sur la première épreuve. J'ai choisi le sujet numéro 3, la dissertation littéraire, parce que je trouve ce sujet très abordable. Ce sujet parle de l'engagement de la littérature pour la cause des opprimés. Ce sont au total 7 397 candidats répartis dans 14 centres qui affrontent cet examen du baccalauréat dans la commune de Daloa. À San Pedro, c'est le collège moderne Gbao, situé au quartier Seweke, qui a été retenu pour le lancement régional des épreuves écrites du baccalauréat session 2018. 5 912 candidats répartis dans 199 salles de classe que comptent les 9 centres d'examen de la région composent ce matin en français. Le premier sujet parle de l'immigration en Afrique. Et je vois que le premier sujet, je n'ai pas encore lu les autres sujets, mais je vois que le premier sujet, c'est abordable. Un tour dans d'autres centres d'examen nous a permis de nous rendre compte que les candidats sont beaucoup concentrés. Le 31e sommet ordinaire de l'Union africaine s'est ouvert hier à Nouakchott, capitale mauritanienne. Au menu, la lutte contre la corruption et l'autonomisation financière. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Viviane Aïmé. C'est l'imposant Centre international des conférences Al-Mourabitoun de Nouakchott qui a accueilli le sommet. Au total, 44 chefs d'État et de représentants de chefs d'État. On retiendra que ce 31e sommet de l'Union africaine met fin au cycle des 2 sommets annuels de l'organisation panafricaine. En effet, à partir de 2019, il y aura un seul sommet annuel en janvier. Le sommet de fin juin, début juillet sera remplacé par des sessions ministérielles techniques. Dans son discours d'orientation générale de ce 31e sommet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a situé sur les préoccupations qui sont celles pour l'heure de l'organisation panafricaine, à savoir réaliser la réforme institutionnelle de l'Union africaine, résoudre la question de son financement, car l'organisation est financée actuellement pour 1/3 par les États africains et pour 2/3 par les partenaires techniques et financiers. Autre préoccupation mise en avant, réaliser la zone de libre-échange continentale décidée lors du sommet de Kigali, réaliser également l'entrée en vigueur du protocole sur la libre circulation des personnes, enfin réaliser le marché unique sur le transport aérien en Afrique. Et puis une autre préoccupation et non des moindres, négocier le nouvel accord de coopération avec l'Union européenne qui va succéder à l'accord de partenariat économique de Cotonou. En somme, un sommet qui fait toute la place à l'économie et qui est révélateur de ce que l'Union africaine est désormais engagée dans la voie du développement du continent. L'année 2018 a été déclarée par l'organisation panafricaine année de lutte contre la corruption, d'où le thème de ce 31e sommet qui est « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Après la cérémonie d'ouverture, une longue séance à huis clos a réuni les chefs d'État autour des principaux thèmes, à savoir la réforme institutionnelle de l'Union africaine, les questions liées à la zone de libre-échange continentale, la position africaine commune sur les ACP après la période 2020,
la question du Sahara occidental. Le thème du sommet « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique » a fait lui aussi l'objet d'un huis clos des chefs d'État dans l'après-midi. La Banque ouest-africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire ont signé cet après-midi au plateau 3 accords de prêt d'un montant global de 55 milliards de francs CFA. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Économie et des Finances ainsi que le secrétaire d'État chargé du budget. Ce prêt va contribuer à la réduction de la pauvreté. Jean-Jacques Kwame. Le premier accord de prêt d'un montant de 29,5 milliards de francs CFA concerne le programme d'aménagement et de gestion intégré du bassin du Gourou à Abidjan. L'objectif est de résoudre les problèmes récurrents d'inondation et de réduire les apports de sédiments dans la baie de Cocody. Le deuxième accord de prêt d'une valeur de 15,5 milliards de francs CFA est relatif au projet d'aménagement hydro-agricole dans la région du Folon et du Kabadougou. 4 barrages seront construits pour la riziculture et le maraîcher. Le dernier accord de prêt concerne le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nappe du sud de Koumoué. La BOAD, Banque ouest-africaine de développement, s'est engagée à soutenir les travaux à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Prenant la parole, les signataires des 3 accords de prêt, le ministre de l'Économie et des Finances et le président de la BOAD ont salué cette initiative de la Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le cadre du PND, Plan national de développement, période 2016-2020, un plan qui vise à réduire la pauvreté. Eu égard à l'importance de la contribution de ces 3 projets à l'atteinte des objectifs du Plan national de développement, je reste convaincu que des dispositions appropriées seront prises pour que les travaux se déroulent conformément au calendrier d'exécution retenu. Ces appuis importants confirment la volonté sans cesse renouvelée de la BOAD d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs de développement économique et social. Je voudrais à cet égard vous assurer de l'engagement du gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines pour faciliter l'exécution des travaux des différents projets dans les délais contractuels prévus. Ces 3 accords de prêt d'une valeur de 55 milliards de francs CFA portent l'engagement cumulé de la BOAD en Côte d'Ivoire à 924,4 milliards de francs CFA. Plusieurs accords ont également été signés ce lundi entre des chefs d'entreprise américaines et ivoiriennes ici à Abidjan. Il s'agit de signatures de partenariat. Les principaux secteurs concernés sont l'économie numérique, les énergies nouvelles et les infrastructures. Jean-Luc Bambou. C'est une véritable offensive qu'entreprennent les chefs d'entreprise américaines en Côte d'Ivoire. La première journée de la visite qu'ils réalisent sur le sol ivoirien s'est soldée par 3 signatures d'accords, aussi bien avec le secteur privé qu'avec l'État. Le premier entre la société Visa, leader mondial des paiements, et le gouvernement pour assurer une plus grande digitalisation des paiements en Côte d'Ivoire. En digitalisant les paiements, nous améliorons l'efficacité et la transparence de l'économie, ce qui renforce la confiance des investisseurs. Nous encourageons la collaboration de tous les acteurs économiques, banques, sociétés de technologie, entreprises de télécommunications, commerçants, gouvernements et ONG. La signature permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier des avantages des paiements électroniques innovants. Grâce aux paiements dématérialisés et aux comptes financiers numériques, les ménages comme les entreprises ont la possibilité d'interagir aisément et efficacement, stimulant ainsi fortement la productivité et l'investissement tout en favorisant l'inclusion financière. C'est plus de sécurité pour les populations, pour tous ceux qui aujourd'hui font des transactions encore en cash. C'est plus de vitesse pour notre économie parce que ces transactions vont plus vite, c'est plus d'ouverture, c'est plus de modernisation. Autre accord important noué, celui entre l'Agence américaine pour le commerce et le développement et la Société des énergies renouvelables, SODEN, pour la création d'une usine de production de biomasse à base de déchets de cacao à Divo. À Divo, on va créer 934 postes de travail avec un salaire moyen qui tourne entre 100 et 250 000. Nous envoyons 495 gigawattheures sur le réseau électrique interconnecté. Cette signature-là ouvre aujourd'hui la porte à toutes les entreprises ivoiriennes qui veulent acter dans ce domaine. Un protocole d'accord a également été signé entre l'US African Development Foundation, agence de partenariat public-privé du gouvernement américain, et Bechtel Corporation
pour promouvoir le développement des entreprises africaines et particulièrement celles de la Côte d'Ivoire. Il est désormais inscrit sur la liste des déclarants. Le président de la Cour suprême, Afing Kwasi René, a déclaré son patrimoine. Il a été reçu par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Sidonie Davila. Afing Kwasi René, président de la Cour suprême, est arrivé aux environs de 11 h vendredi dernier dans l'enceinte de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour faire sa déclaration. Hors caméra, avec le responsable en charge du patrimoine de l'institution, il ressort avec le document qui atteste de la déclaration effective de son patrimoine. Il y a quelque temps, le président de la Haute Autorité de la bonne gouvernance m'a envoyé un courrier m'invitant en ce lieu pour ma déclaration de patrimoine. Je n'ai pas hésité un seul instant, parce que en tant qu'assujetti qui accepte avec plaisir de remplir son devoir. À caractère strictement individuel et confidentiel, la déclaration de patrimoine est une mesure de prévention des actes de corruption et des infractions assimilées. Pour celui qui fut le tout premier responsable de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, de 2013 à 2015, c'est non seulement une joie d'accomplir son devoir civique, mais aussi de retrouver ses anciens collaborateurs. Le siège de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire à Treichville a abrité ce lundi une cérémonie de salut aux couleurs nationales. C'était en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique Sidi Touré qui a appelé au respect des symboles de la République. Franck Wadiou. Le drapeau national, les couleurs orange, blanc et vert s'élevant dans le ciel. Une cérémonie hommage à ce matin au siège de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire à Treichville. Le respect du drapeau, l'identité visuelle et l'hymne national, l'identité sonore, ainsi que les autres symboles que sont la devise, les armoiries, le portrait du chef de l'État, un devoir pour le travailleur. Cette manifestation vient donc une fois de plus rappeler le rôle et le devoir de chacun d'entre nous envers la République. Monsieur le ministre, vous avez pris l'engagement de faire du respect de la promotion des valeurs de la République un devoir citoyen. Nous nous engageons à nous y inscrire. Satisfaction donc pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Sidi Tiamoko Touré a aussi insisté sur l'intégration de ces valeurs citoyennes pour toutes les couches sociales vivant en Côte d'Ivoire. L'horizon 2020 ne sera un succès que si nous traduisons dans nos faits et gestes quotidiens les valeurs cardinales du civisme et de la citoyenneté. Relever ce défi existentiel où notre pays nous impose de changer de mentalité, de comportement pour devenir des citoyens dignes et responsables avec des réflexes citoyens. Les travailleurs de Côte d'Ivoire, pour leur part, disent avoir bien perçu le message chaque premier lundi du mois. En réponse à cette recommandation de l'État, ils entendent rendre honneur ici même au drapeau national. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un puissant calculateur pour promouvoir la recherche scientifique. Cet outil permettra de faire des simulations dans plusieurs domaines, notamment la météorologie, la santé, l'agriculture, la chimie et la sécurité. C'est une machine qui a une puissance de 12 000 ordinateurs et 322 milliards d'opérations par seconde. Astoutouri. Cet outil a une capacité de plus de 12 000 ordinateurs et une puissance estimée à 322 000 teraflops, soit 322 000 milliards d'opérations par seconde. Le supercalculateur permet de faire des simulations dans plusieurs domaines de recherche, notamment la météorologie, la santé, l'agriculture, la chimie, la sécurité de l'énergie et l'environnement. Cette machine de recherche de classe internationale permettra également d'accroître et promouvoir l'innovation, d'améliorer sa compétitivité et d'asseoir sa souveraineté en matière de recherche. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un supercalculateur, je dirais d'un joyau scientifique. Et les chercheurs sont très heureux. Et parce que, comme on dit, ça permet aux chercheurs de se maintenir dans le sud, de ne pas aller au nord pour aller chercher le supercalculateur, travailler sur le supercalculateur. Au niveau de l'agriculture, ça peut permettre de faire des prévisions, d'augmenter la production agricole. Au niveau de la santé, on peut étudier l'efficacité des molécules thérapeutiques, même les médicaments à partir des plantes, l'efficacité de ces phytomédicaments.
Le Centre national de calcul de Côte d'Ivoire est le fruit d'une coopération multisectorielle entre la France et la Côte d'Ivoire. Parce que la France croit à la recherche en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait ici des outils à la hauteur des ambitions. Ces ambitions, c'est de la recherche dans beaucoup de domaines. La puissance du supercalculateur du Centre national de calcul de Côte d'Ivoire place celui-ci au deuxième rang sur le continent après celui de l'Afrique du Sud. Parlons santé, le vitiligo est une affection cutanée à l'origine de la dépigmentation de la peau. Il concerne toute personne, homme ou femme, de tous âges et de tout type de peau. Quelles sont les conséquences de cette pathologie? Peut-elle se guérir? Des réponses avec Ami Sissoko. On l'a accusé de blanchir sa peau, alors que Michael Jackson, la pop star américaine, souffrait d'une maladie de la peau, le vitiligo ou leucodermie. Cette pathologie se caractérise par l'apparition de taches blanches sur la peau, une des conséquences de la disparition progressive des cellules responsables de la couleur de la peau. Les personnes qui ont la peau foncée auront des taches rosées et celles qui ont la peau claire auront des taches blanches, le plus souvent au niveau des mains, des pieds, des genoux, des coudes et du visage. Les causes du vitiligo sont méconnues. Toutefois, il faut savoir que le vitiligo est dû à une diminution progressive des cellules qui vont donner la pigmentation de la peau. Ces cellules-là sont appelées mélanocytes. Et c'est la disparition progressive de ces mélanocytes-là au niveau de la peau qui va laisser apparaître des taches blanchâtres sur la peau. Le vitiligo touche une personne sur 50 à 100 dans le monde. 10 à 30% des cas seraient héréditaires selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, sur 200 patients consultés au service de dermatologie du CHU de Treichville, 2 à 3 personnes sont concernées. Touchant aussi bien l'homme que la femme, le vitiligo peut apparaître à tout âge. Mais dans plus de la moitié des cas, il débute entre 10 et 20 ans. Le vitiligo n'est pas contagieux. C'est une affection inflammatoire de la peau. Il n'y a aucune conséquence. Le vitiligo en lui-même pose seulement un problème esthétique. C'est celui qui a l'affection qui va se sentir gêné d'apparaître en public parce qu'il va avoir peur du regard des autres. Hormis ce préjudice esthétique, si le vitiligo n'est pas associé à une maladie auto-immune, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'existe pas de traitement qui guérisse définitivement du vitiligo. Le maquillage est parfois suffisant lorsque le vitiligo est peu étendu. Dans le cas contraire, un traitement s'impose. Une des solutions reste le blanchiment total de la peau. Il y a des traitements effectivement du vitiligo, mais on est souvent confronté à l'impatience des patients. Parce que c'est des traitements qui sont longs, qui peuvent être souvent décevants. C'est des mélanges qu'on fait et que les patients peuvent appliquer sur la peau. Les résultats sont mitigés. Dans une bonne partie des cas, on peut avoir des résultats satisfaisants. Dans les pays européens, ils font de la photothérapie, c'est-à-dire c'est les traitements par des rayons. Les nouveautés thérapeutiques qui existent, c'est les greffes de mélanocytes. Ces greffes de mélanocytes-là ne sont malheureusement pas effectuées dans notre pays. Il n'existe pour l'heure aucun moyen de prévenir le vitiligo. Pour éviter les complications de la maladie, il est recommandé de ne pas trop exposer sa peau au soleil et d'éviter le stress, un des facteurs principaux de nombreuses maladies de la peau. Marie-Béatrice Abrema-Kétouré est la première femme ivoirienne à avoir conduit une voiture à l'époque coloniale. Elle est encore en vie et son histoire est désormais contée dans un livre par 2 journalistes écrivains. Il s'intitule « Au volant d'une vie ». La dédicace a eu lieu ce vendredi en présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan. Mahama Traoré. Par amour pour Marie-Béatrice, Mamadou Kétouré, son époux, décide de lui apprendre à conduire. Cet homme d'affaires franco-guinéen va tenir promesse. En 1947, Marie-Béatrice devient ainsi la première femme ivoirienne automobiliste. En cette époque pré-indépendance, chacune de ses sorties suscite à la fois curiosité et fierté, car même les épouses de colons préféraient se déplacer avec l'aide d'un chauffeur. Si je suis allée à conduire une voiture, écrire un livre, ce qu'on peut faire, tout le monde peut faire comme moi. Madame Marie-Béatrice Abrema-Kétouré aura été en réalité une des toutes premières africaines par son indépendance
à réclamer pour la femme une meilleure place dans la société. À 92 ans aujourd'hui, Dame Marie-Béatrice Abrema Kétouré continue de faire l'histoire. Son exploit des années 40 est désormais compté dans un livre de 100 pages intitulé « Au volant d'une vie ». Ouvrage co-signé Agnès Crédy et Alex Kipré, tous deux journalistes au quotidien Fraternité Matin. Dans une nation qui compte et qui veut compter, l'histoire des femmes et des hommes qui font l'histoire sont écrites pour être conservées dans les mémoires, écrites pour vaincre le temps, écrites pour témoigner de notre histoire commune, écrites pour éviter les départs sans trace. Dans ce livre, les auteurs s'intéressent aussi à la vie de la veuve Kétouré, une illettrée mère de 8 enfants confrontée au défi de la gestion du patrimoine laissé par son défunt conjoint. Défi relevé selon l'un des premiers lecteurs de cette œuvre, le vice-président Daniel Cablan-Duncan. Si je devais résumer mes impressions après la lecture de son livre, je les traduirais à travers les mots forts suivants. Parcours extraordinaire d'une femme ordinaire devenue une femme exceptionnelle. Le fait donc pour la femme de s'approprier la conduite automobile lui garantit sa mobilité et par-delà constitue l'un des moyens pour faciliter son émancipation et son autonomisation. De 2014 à 2018, 986 544 permis de conduire, toutes catégories confondues, ont été délivrés selon le ministère des Transports. Les femmes représentent environ 9% des titulaires. L'Union nationale de la presse sportive a tenu samedi dernier son 5e congrès électif à la Maison de la presse au Plateau. Seule candidate en lice, Anne-Marie Nguessan, épouse Koulibaly, a été élue à la tête de l'Union pour un mandat de 3 ans. Véronique Conan, Odalegbe. Élue par acclamation par ses pairs, Anne-Marie Nguessan, épouse Koulibaly, présidera aux destinées de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire pour les 3 prochaines années. Elle succède à Magoular Diop. La nouvelle présidente exprime sa gratitude au mandant et prône l'union sacrée au sein de la corporation sportive. Nos priorités, c'est d'abord de commencer à resserrer les liens entre tous les journalistes de sport de Côte d'Ivoire pour que nous puissions travailler ensemble. Les appeler à venir rejoindre l'Union parce que nous avons besoin de l'apport de tous pour pouvoir aller de l'avant. Je suis très heureuse en tout cas d'être la nouvelle présidente. Je remercie tous les journalistes qui ont participé aujourd'hui à ces travaux. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Modernisation, de l'Administration et du Service public, Pascal Abinan, s'est réjoui de cette élection tout en exhortant les journalistes sportifs à plus de professionnalisme. Vous avez un pouvoir dont vous devrez faire bon usage. C'est pourquoi je vous invite à plus de rigueur et de sérieux, chose dont je ne doute point, dans l'exercice de votre métier et surtout dans le management de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Très émus par l'élection de leur candidate, certains journalistes n'ont pas caché leur joie. Notons que c'est la première fois qu'une femme accède à la tête de l'Union nationale de la presse sportive de la Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle du Mali a proclamé le samedi 30 juin dernier la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République. 17 personnes participeront donc au scrutin du 29 juillet prochain. Redouane Faïd, un braqueur récidiviste, s'est évadé hier par hélicoptère de la prison de la région parisienne où il était incarcéré. L'opération de quelques minutes n'a fait ni blessé ni otage. Redouane Faïd était incarcéré à la maison centrale du Réau en région parisienne. Lors de son évasion, il a bénéficié de l'aide d'hommes lourdement armés. Le braqueur récidiviste s'était déjà évadé de la prison de Lille-Sequedin dans le nord de la France en 2013. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À très bientôt.